Je voudrais remercier tous ceux qui sont là, à vos qualités et rôles dans la vie sociale. La crise en Centrafrique est du fait des Centrafricains eux-mêmes. C'est un pays où l'eau a alimenté le feu. La flamme est sortie de l'eau. L'eau représente ces hommes, ces femmes, qui sont pères, mères de famille, avec des parcelles de pouvoir, des élus, des nommés, des cadres, qui à un moment donné ont décidé de la vie des uns et des autres, dans le mauvais sens bien sûr, et le fait de faire de la discrimination, de l'injustice même au sein de la plus petite cellule de la société qui est la famille, peut s'accumuler et provoquer une crise grave dans un pays, quand on n'y fait pas gaffe. Alors, dans ce pays où l'eau alimentait le feu, nous avons connu des crises à répétition, soit les crises sociales, des crises politiques, des mouvements de rébellion qui ont entamé le tissu économique, socio, culturel, artistique de ce pays, qui est aujourd'hui meurtri. Et pour que l'eau, cette eau, cet élément qui éteint le feu, dans tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir, de mener la démocratie, de faire attention à tout ce qui touche à la cohésion sociale, au rassemblement, pour que cet élément qui éteint le feu, qui est le mal, pour que l'eau désormais éteigne le feu, il faut rompre avec les pratiques du passé. Il est vrai que tout cela est de l'esprit. Tout cela, vous me direz, n'a pas d'impact direct. Si. Aujourd'hui, on recherche la réconciliation en Centrafrique, le rassemblement, la cohésion. Mais cette réconciliation et ce rassemblement, cette unité, doivent être pilotés par cette eau-là, ces dirigeants, ces pères et mères de famille. Ils doivent le faire de telle sorte que dans chaque famille, dans chaque ville, dans chaque quartier, qu'il n'y ait plus d'exclusion, qu'il n'y ait plus de dictature. Alors, vous allez me dire, vous recherchez la réconciliation, la paix en Centrafrique. Mais je vous assure que nous pouvons tenir des réunions, des rencontres pour nous réconcilier. Mais tant que nous ne menons pas une seule action, selon moi, qui est la vraie réconciliation, tout ce qu'on peut faire, se parler, se pardonner, la réconciliation sera un vain mot. Alors la véritable réconciliation, je pense pour ma part, et pour la majorité de mes compatriotes, dont certains sont dans cette salle, est cette réconciliation entre le ventre, le cœur et la tête. Parce que ce qui s'est passé en Centrafrique, c'est quoi? Vous avez une rébellion qui a quitté le nord en personne, 2500, et est arrivée à Bangui à 30 000 personnes. Donc tous les villages traversés, des jeunes, des démunis, des sans-emploi, des gens qui sont pas allés à l'école, qui n'ont pas eu une base d'éducation scolaire, ni chrétienne, ni musulmane, sont arrivés à Bangui, espérant être recrutés dans l'armée nationale. Ça s'est mal passé, ils n'ont pas été recrutés, il y a eu des crises, il y a eu des tueries, le sang a coulé, la crise était très très grave. Mais cela déjà tient de quoi? Cela tient du fait que ce ventre est vide. Et ce ventre représente l'emploi durable, les petits métiers que nous devrons faire pour que ces jeunes-là n'aient plus faim. Et la faim ici, c'est quoi? C'est le besoin d'éducation. C'est le besoin d'éduquer sa famille, de nourrir, de soigner sa famille. Tout ça, c'est le ventre. Mais quand le ventre est plein, nous assumons nos fonctions
de pères de famille, d'État et de leaders locaux. Alors, vous savez, quand le ventre est vide, ce ventre qui a une puissance, qui est omniprésente et qui a une puissance, dicte au cœur et à la tête de le remplir. Alors que fait le cœur et la tête? Ils ont d'autres outils, d'autres éléments, d'autres, comme on le dit, personnes à leur disposition. Ce sont les bras et les jambes. Les jambes se lèvent, marchent, les bras actionnent. Ils peuvent poser des actes louables, faire une demande, avoir un métier, avoir un bénéfice temporaire pour nourrir le ventre, pour se payer l'école de leurs enfants, pour s'habiller, pour se nourrir, pour s'éduquer. Mais ce n'est pas durable. Et quand c'est un emploi durable, tout cela est protégé. Mais quand le ventre est permanemment vide, qu'est-ce qui se passe? C'est le même scénario. Donc, les gens se lèvent, ils marchent, les bras peuvent trouver une arme, on braque, on tue, tout simplement parce qu'on a faim, on n'a pas d'emploi. Alors donc, c'est pour vous résumer cette crise et les solutions qui doivent faire que cette crise, cette réconciliation soit effective. Alors, pour que cette crise, cette réconciliation revienne, nous devons faire de telle sorte que l'homme, le centrafricain, vive dans tous ces aspects de la société, qu'il ait une activité, qu'il soit éduqué. Parce que vous êtes leader à la base, vous devez traiter avec des hommes. Vous devrez même faire de telle sorte que ces hommes-là, qui soient à vos côtés, mais qui soient renforcés, qui savent ce qu'ils font. Mais en Centrafrique, nous avons un problème. D'abord l'éducation. Nous avons perdu des années blanches. Les enfants ne sont pas allés à l'école depuis presque, si on essaie de le mettre bout en bout, c'est presque 10 ans, 15 ans. Et nous allons avoir un vide. Nous aurons besoin d'autres pays pour venir faire fonctionner notre État. Déjà, l'éducation. L'éducation scolaire, académique, l'éducation chrétienne, musulmane, puisqu'on a cette communauté aussi en Centrafrique. C'est des éléments qui font que la paix est moins menacée, mais surtout, trouver du travail, des petits projets, former ces jeunes-là aux petits métiers, pour que cette paix ne soit pas menacée. Et pour que, à la base, les leaders dont l'autorité a été bafouée, parce que les leaders à la base, ce sont ceux-là qui sont censés conduire ce monde-là, tous ces jeunes, cette société. Mais en Centrafrique, quand on a connu cette crise, nous avons vu des ONG arriver. Et comme vous devez le savoir, nous avons deux catégories d'ONG. Les ONG d'urgence et les ONG de développement. Les ONG d'urgence, c'est ceux qui arrivent pendant la crise. Et un peu après la crise, ils sont la post-crise. Alors ceux-là, ils sont adulés, ils sont aimés, ils sont sollicités parce qu'ils sont visibles. Ils s'occupent des véritables problèmes du moment. Ils s'occupent vraiment du pétard. Ils sauvent la population de la misère, de la famine. Mais cela n'est pas suffisant. À côté, vous avez ceux qui sont toujours là, dans la population, ces ONG qui sont là depuis des années, qui se font occulter par les ONG d'urgence. Et ces ONG d'urgence, quand ils vont dans les localités, ils font à leur guise. Les leaders locaux ne sont plus comptés, on s'installe quand on veut, il n'y a plus d'administration, il n'y a plus de règles de jeu, et tout cela contribue à réduire l'autorité des leaders locaux, du chef de village, du chef de quartier, qui n'est plus respecté parce qu'il n'a pas le pouvoir. Alors si ces ONG passaient, travaillaient en symbiose, en synergie avec ces leaders locaux, je pense l'autorité de l'État, l'autorité des chefs serait visible et on parlerait moins également de crise parce qu'ils auront de l'emprise sur tous ces jeunes-là à les orienter, à les encadrer.
Je synthétise... J'avais une question bien précise sur ce dernier aspect. Est-ce que les collectivités locales françaises, par exemple, pourraient, dans ce lien entre les collectivités de Centrafrique et les ONG, celles qui restent longtemps, pourraient jouer un rôle de lien, de coordination, d'aide au développement, à la remise en place d'une administration locale, etc. Un peu comme ce qui est en train de se travailler sur Bangui aujourd'hui. Oui, en tant que maire de Bangui et président de l'association des maires de Centrafrique, nous sommes demandeurs de tels modèles. Vous savez, on n'invente pas la roue. Les municipalités de France ont beaucoup d'expérience, ont des modèles pour lesquels nous sommes demandeurs. Et c'est ainsi que, dans ce cadre précis, nous avons eu Cités Unies France, qui est venue nous appuyer dans le cadre des renforcements des capacités de nos leaders locaux. D'ailleurs, ce sont ceux-là qui font la fondation de la société. Et ces leaders locaux l'ont très bien apprécié parce qu'ils ont touché du doigt leur rôle, leur mission auprès de leurs concitoyens. Je pense que ici nous sommes demandeurs et nous avons également des échanges avec certaines mairies. Il y a la mairie de Chessy qui nous appuie, nous avons la mairie de Bélières, nous avons la mairie de Bussy-Saint-Georges. Je pense que dans ce cadre-là, nous avons besoin de véritables municipalités de France pour nous appuyer sur chacun ce qu'il peut apporter comme expérience pour renforcer cette paix, cette réconciliation et nous aiguiller par rapport aux relations qui sont les nôtres par rapport aux ONG locales. Parce que nous avons Agir qui a encadré ces derniers temps. Agir, c'est une ONG française qui a soutenu les ONG au développement. Ceux qui font des transformations, ceux qui font de l'agro-pastoral. Je pense que ça, c'est des exemples qu'on peut augmenter, qu'on peut, disons, pousser pour que ces ONG françaises et les municipalités nous appuient concrètement. Voilà ce que je peux vous répondre donner comme réponse. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors, premier jour du 7e forum de l'action internationale des collectivités territoriales à Paris. Nous sommes au Palais des Congrès. Dites-nous, quel est exactement votre sentiment pour cette assise depuis ce matin? Un sentiment de satisfaction. Tout se déroule comme sur les roulettes. Les contacts sont très faciles et les gens très humbles, très accessibles et tout cela facilite les relations, les discussions, les échanges. Ce premier jour est une véritable journée d'échange et de recherche, de liaison, de connexion, comme on le dit, et de partenariat. Puisque nous sommes ici d'abord pour que nous nous connaissions et nous prenions des engagements de part et d'autre pour se tenir la main et marcher ensemble pour certaines municipalités et d'autres. Nous sommes très engagés, chacun dans ce qui le concerne, dans les options qu'il initie, afin que sa municipalité sorte d'ici avec un partenariat, un joint venture qui puisse tenir la route et qui puisse profiter aux populations de nos municipalités. Monsieur le maire, nous avons assisté à votre intervention tout à l'heure qui était très brillante devant des partenaires, des ONG, et vous avez titillé un tout petit peu.
Dites-nous exactement qu'est-ce que vous attendez de ces partenaires aujourd'hui, une fois que vous serez non seulement des partenaires ONG, mais de vos pairs de France, une fois que vous serez du retour en Centrafrique. Oui, en fait, j'ai voulu démontrer que nous, leaders à la base, les leaders locaux, nous devons être ce carrefour qui rassemble tous ceux qui interviennent dans nos municipalités, dans nos localités. Sans nous, il faudrait le dire, sans nous, rien de solide, de palpable ne peut se faire en direction de nos populations. Nous sommes les seuls à connaître nos populations, à connaître nos réalités. D'où la nécessité que ces jeunes, ces partenaires passent par nous pour... il y a des règles du jeu. On ne peut pas venir s'installer quelque part parce qu'on est ONG, parce qu'on est partenaire. Il y a des règles du jeu. Quand je viens chez vous, je suis obligé de commencer par vous demander si je peux arriver ou pas. Ça, c'est les règles du jeu. C'est pour ça que j'ai tenté de faire toucher du doigt au public et aux uns aux autres qui étaient présents dans la salle, que désormais les ONG, le sommet de Istanbul le mois passé l'a bien notifié, les ONG ne doivent plus contourner les leaders locaux à la base, les chefs de village, les chefs de quartier, les maires de ville. Il arrive de fois que ces jeunes, les responsables de ces jeunes ne s'adressent même pas à leur ambassade en fait. Non, on ne les connaît pas et puis nous, au niveau de la municipalité de Bangui, nous voudrons tout centraliser. C'est nous qui gérons la ville de Bangui. Nous devons faire de telle sorte que la population soit en sécurité, que la population soit en sécurité physique, alimentaire, hygiénique, sanitaire. C'est notre rôle, notre mission. Et cette mission, elle est noble parce qu'elle touche à l'activité, à la dimension de l'activité, des activités de la municipalité de Bangui. J'ai voulu faire comprendre à ces intervenants, ces partenaires, que désormais nous devons compter, nous devons travailler en symbiose pour le bien net de nos populations, puisqu'ils viennent intervenir pour nous appuyer. C'est du social qu'ils font, de l'humanitaire, mais ils ne peuvent pas faire de l'humanitaire ça sans, en occultant ceux qui sont leaders à la base, ceux qui sont des chefs de quartier, chefs de village, maires centrales. Et il faut qu'on commence par cela parce que notre devoir premier, c'est de s'occuper de la population, de nos concitoyens. Et le fait que j'ai marqué en Centrafrique, nous avons nous-mêmes de notre fait provoqué cette crise par nos comportements, par l'injustice, par la dictature. Donc un peu comme si le feu sortait de l'eau. Mais maintenant pour que cette eau-là éteint le feu, il faut que nous rompions avec les parties du passé et qu'on rassemble, qu'on fasse de la cohésion, qu'on travaille, qu'on s'occupe de ces populations qui souffrent pour éviter que désormais que l'eau qui éteint le feu ne rallume plus le feu. Et d'où la nécessité également de faire de telle sorte que ces enfants qui sont affamés intellectuellement, qui sont affamés parce qu'ils n'ont pas mangé, manque de nourriture, qui n'ont pas de travail, ils n'ont pas de métier durable dans le temps, puissent commencer à voir le début de leur solution. Et c'est cela qui va faire que cette paix que nous avons, nous attendons avec beaucoup d'intérêt, soit effective. Ce ventre vide n'a point d'oreille. Et c'est ainsi que à chaque fois quand les jeunes n'ont rien à faire, ils n'ont pas de boulot, ils sont malades, ils sont peinés, ils ont tendance à régler vite les problèmes en prenant les armes. D'où la nécessité de réconcilier le ventre, le cœur et la tête. Je l'ai expliqué, je l'ai détaillé, mais un jour, sur votre plateau, je donnerai bien l'explication sur la réconciliation entre le ventre, le cœur et la tête. Pour terminer, monsieur le maire, nous avons vu que depuis votre arrivée, il y a un engouement énorme de vos compatriotes de France, depuis l'ambassade, ici au palais de congrès. Ils vous suivent, ils suivent ce que vous faites durant votre séjour.
quelle lecture faites-vous par rapport à cet engouement, par rapport à cette sollicitation, par rapport à cette demande des Centrafricains de l'extérieur, plus précisément au niveau de la France? Vous savez, très souvent, les compatriotes ont tendance à accuser le chef de l'État, le Premier ministre, les ministres, mais ils oublient que le président de la République, il ne peut pas tout faire. Non, le Premier ministre non plus, les membres du gouvernement, mais quand vous avez une parcelle de pouvoir qui vous sont délégués, par exemple par le président de la République qui vous nomme, qui est un élu, vous devez, au niveau d'une structure comme la mairie, qui devait avoir plutôt des élus que des nommés, vous devez vous comporter en élu pour être redevable à vos populations et s'en occuper véritablement. Parce que les populations ne dépendent pas en premier lieu de l'État, ils dépendent de la municipalité. Faire de telle sorte que cette population retrouve une mairie, un hôtel de ville, retrouve sa maison et qu'elle fasse confiance. Aujourd'hui, j'essaie, dans la mission qui est la mienne, de dire à tout le monde avec simplicité, humilité et beaucoup d'amour que désormais la mairie est leur maison. Et depuis que je suis à la tête de la mairie, j'essaie de le prouver en allant vers les populations, en allant vers ceux qui soutiennent, ceux qui travaillent. En France, mes compatriotes ont daigné être avec moi pour me témoigner leur attachement du fait de mon engagement au niveau de la mairie. Et je pense que c'est un travail d'équipe, c'est un travail de citoyen, c'est un travail patriotique. Et il faut le voir comme ça et je suis très honoré de les voir à mes côtés aujourd'hui. Ils sont nombreux à ce forum-là. Et je voudrais profiter de votre plateau pour les remercier et pour demander aux uns aux autres de faire de même quand il s'agit d'intérêts national, d'intérêts qui touchent notre famille, notre communauté centrafricaine. Monsieur le maire, en attendant demain, le dernier jour du forum, nous vous souhaitons bien des choses et nous vous remercions d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup, merci, bonne chance. Honorable député Tossa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous voici à Paris, au palais du Congrès, pour le 7e forum de l'action internationale des collectivités territoriales. Vous prenez part à cette assise. Dites-nous, depuis hier avec les Centrafricains, l'ambassade, aujourd'hui avec vos pairs et puis les élus français, quel est votre sentiment? Un sentiment de satisfaction d'avoir rencontré hier les Centrafricains de l'étranger, la diaspora, qui est une véritable richesse pour le pays. Aujourd'hui, nous sommes au niveau des collectivités locales dans le cadre de la coopération décentralisée. Coopération décentralisée qui est un véritable levier de développement pour les pays en voie de développement qu'est la République centrafricaine et c'est une préoccupation permanente. Moi qui suis un élu venant d'un territoire tel que le 6e arrondissement, où je frôle tout le temps la misère et la pauvreté, et le souci de développement est permanent pour l'élu que je suis. Alors, suite aux différents échanges que vous avez eus depuis ce matin, qu'est-ce qui en sort réellement? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des résultats, des enjeux positifs pour le peuple centrafricain, pour vos élus, tel que vous venez de le dire dans le 6e arrondissement? Ah oui, je pense que les informations, les conférences que nous avons suivies avec l'intervention du maire de la ville de Bangui et des autres intervenants, je me suis rendu compte que la République centrafricaine n'a pas exploité même pas le 1% du potentiel que lui offre en termes de développement humain la coopération décentralisée. Je vais rentrer à Bangui bientôt. Ce sera l'occasion pour moi de sensibiliser mes collègues députés sur la question de la centralisation, la décentralisation et sur la décentralisation, coopération décentralisée, je veux le dire. J'aurai l'occasion de rencontrer, demander des rendez-vous au niveau de la primature et au niveau des membres du gouvernement pour les instruire de levier que représente la coopération décentralisée pour le développement du pays. Alors, pour terminer cet entretien, est-ce qu'aujourd'hui vous avez
une demande particulière à adresser à vos pairs du niveau de la France. Comment voyez-vous cette collaboration entre Nord-Sud? La coopération Nord-Sud, c'est une nécessité, et je dirais même c'est indispensable pour le développement du Sud. Il y a un véritable levier, comme je le dirais tout à l'heure, dans le cadre de la coopération décentralisée. Il y a déjà eu un certain nombre d'antécédents. Par exemple, le traitement des eaux usées de l'hôpital communautaire aujourd'hui est pris en charge dans le cadre de la coopération, a été prise en charge dans le cadre de la coopération décentralisée. Ce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire compte tenu du coût qui est très élevé. Aujourd'hui, pour l'hôpital général, se pose le même problème. Et c'est pour ça que je profite de votre antenne pour pouvoir faire appel au ministre de la Santé de s'inscrire dans ce dossier, de s'inscrire dans cette dynamique pour que le volet centrafricain, c'est-à-dire la part d'autofinancement que doit apporter le pays, soit apportée pour que nous ayons un traitement des eaux usées de l'hôpital, c'est-à-dire de l'hôpital général de Bangui. On verra, je vais rentrer à Bangui, je vais sensibiliser mes pairs, on verra ce qu'on va faire dans cette dynamique. Et je vais dire tout simplement aux élus centrafricains, je vais dire tout simplement au gouvernement, nous n'avons plus de temps à perdre. Parce que si nous perdons beaucoup plus de temps, c'est autant de possibilités de développement qui échappent à la République centrafricaine. Alors, monsieur le député, vous avez l'antenne libre. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin, je voulais d'abord penser à la population du 6e arrondissement et au-delà de la population du 6e arrondissement, l'ensemble de la population centrafricaine. Je leur demande vraiment d'avoir confiance au gouvernement, au président de la République, que tout le monde garde son sérénité, parce que sans la paix, nous ne pouvons pas faire grand-chose. La paix, c'est d'abord nous-mêmes, d'avoir la paix en nous-mêmes, et puis d'avoir la paix à notre voisin, à celui qui est à notre côté. La République centrafricaine est une et indivisible. Il n'y aura pas de petite république centrafricaine. Il y a une seule république. Donc j'appelle tout le monde à faire un effort pour que nous retrouvons le vivre ensemble qui était la nôtre. Certes, Boganda nous a donné la République centrafricaine, c'est à nous de construire la nation centrafricaine. Et ça, c'est du devoir de l'ensemble des Centrafricains. L'honorable député, tout ça, nous vous remercions d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous remercie beaucoup, monsieur le journaliste, pour m'avoir donné cette opportunité.